Donc tout d'abord, je voulais remercier le Congrès SPAR de m'avoir proposé de présenter ce topo sur les outils de monitorage de la microcirculation au lit du malade. Donc je suis le docteur Orogueto, je suis anesthésiste réanimateur en cardiothoracique à l'hôpital de Montpellier. Donc pour rentrer vite dans le vif du sujet, puisque je n'ai que 10 minutes, nous allons appréhender les outils de monitorage de la microcirculation selon s'ils permettent une analyse directe ou indirecte de l'état microcirculatoire. Donc, concernant les outils d'analyse directe, on en a 3 principalement, qui sont la capillaroscopie sublinguale, le laser Doppler et l'échographie de contraste. Donc, tout d'abord, la capillaroscopie sublinguale, c'est une technique qui utilise une caméra équipée de diodes émettant une lumière verte qui permettent de rendre translucide l'organe en question. Donc, les tissus absorbent cette lumière alors que les globules rouges, eux, vont la réfléchir. Cela permet une visualisation directe, non invasive et en temps réel du réseau capillaire. Les muqueuses buccales et sublinguales sont donc les sites privilégiés. Cela permet une analyse quantitative par classe de diamètre vasculaire. On va pouvoir avoir la densité vasculaire, les dimensions du glycocalyx et la vitesse des globules rouges à l'état statique ou dynamique. Donc, quelques exemples représentatifs de la microcirculation sublinguale chez un patient en choc cardiogénique ou en choc septique. Donc, à gauche, on voit dans le choc cardiogénique, sur l'image A, une capillaroscopie d'un patient normal et sur l'image B, une capillaroscopie d'un patient en choc cardiogénique. Donc, qu'est-ce qu'on note? On note une diminution de la densité vasculaire des petits vaisseaux, avec un grand nombre de petits vaisseaux qui sont non perfusés ou alors perfusés de façon intermittente, et une hétérogénéité marquée justement dans ces zones. Et l'étude de Becker en 2004 avait mis en évidence justement que ces altérations étaient d'autant plus graves chez les patients qui n'avaient pas survécu comparé à ceux qui avaient survécu dans le choc cardiogénique. L'ajout de nouveaux paramètres... L'ajout de nouveaux paramètres fonctionnels comme l'hématocrite capillaire, la perfusion tissulaire des globules rouges et la quantification aussi des leucocytes activés dans cette technique de capillaroscopie fournit encore plus d'informations sur la nature des altérations microcirculatoires. Et ces variables ont été bénéfiques pour la caractérisation des altérations microvasculaires chez les patients Covid-19, comme on peut le voir à droite de l'image. La capacité de la microcirculation à augmenter son ratio hématocrite capillaire sur hématocrite systémique était présente que chez les patients en Covid-19 qui avaient un SOFA-score inférieur à 10. Et chez les patients Covid-19 qui étaient en choc septique, on voyait justement à l'inverse qu'il n'y avait aucune réponse adaptative microvasculaire observée chez ces malades-là. Donc pour synthétiser, les avantages de cette technique, c'est qu'elle présente en tout cas une analyse de plusieurs aspects microcirculatoires, l'altération de la perfusion, du flux et l'hétérogénéité vasculaire. Le protocole d'acquisition et d'analyse permet une reproductibilité des mesures complexes et elle a une bonne valeur pronostique qui a été démontrée dans de multiples situations. Cependant, elle nécessite une formation spécifique parce qu'il y a beaucoup de biais de mesure. En fait, c'est une technique où il peut y avoir beaucoup d'artefacts sur les images liés à la sécrétion et à la surpression sur la muqueuse lors de l'enregistrement. L'analyse des films offline est assez longue et complexe. Elle demande une formation appropriée, donc ce qui limite un petit peu son utilisation en pratique clinique de routine. Et cela permet un enregistrement ponctuel et intermittent et non pas continu de la microcirculation au lit du malade. Deuxièmement, le laser Doppler. Donc, c'est une technique conventionnelle qui permet d'utiliser, d'évaluer in vivo le flux sanguin cutané au repos et lors de tests fonctionnels. Il consiste du coup à appliquer sur la peau un faisceau optique monochromatique continu associé à un récepteur Doppler. Afin d'atteindre une excellence dans la résolution spatiale et temporelle, le laser Speckle Contrast Imaging a été développé. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et cette méthode d'analyse du flux microcirculatoire
peut être couplé à des tests pharmacologiques, ce qui rend intéressant cette technique. Ces tests pharmacologiques peuvent être réalisés soit par voie systémique, soit par voie cutanée, avec l'adjonction de molécules d'agents pharmacologiques tels que l'acétylcholine ou le nitroprussiate de sodium. Grâce à l'acétylcholine, on va pouvoir objectiver la vasodilatation endothélium dépendante et grâce au nitroprussiate de sodium, on va pouvoir analyser l'état microcirculatoire indépendant de la fonction endothéliale. Donc voilà pour illustrer, on a une image de laser Doppler du genou d'un patient en sepsis sur l'image T1 qui est non marbré, et en T2, on voit justement ce même malade qui développe un choc septique avec des marbrures au niveau du genou, et on voit une altération de la perfusion microvasculaire via l'image Doppler. L'image B1 représente l'illustration d'un dispositif de iontophoreuse couplé à un laser permettant justement la diffusion de l'acétylcholine. Et l'image B2 sont les courbes qui sont obtenues justement par Doppler chez un patient dont la vasodilatation microvasculaire est médiée par l'endothélium est altérée. Donc ça, c'est la courbe rouge. C'est un patient en acidocétose avec 6,9 de pH. Et chez ce même patient, une fois qu'on a corrigé l'acidose et que le pH est normal, on voit que la réponse de vasodilatation redevient normale. Donc, les avantages de cette technique, c'est qu'elle permet une visualisation et une mesure précise du flux microvasculaire. Elle présente un bon compromis entre la résolution spatiale et temporelle. Par contre, tous les mouvements du patient vont être des artefacts majeurs dans l'analyse des images, que les tests pharmacologiques sont possibles, mais ils sont longs d'acquisition. Pareil, l'analyse des données offline est longue et demande une formation appropriée. Et l'enregistrement est ponctuel ou intermittent et non continu de l'état microvasculaire. Et dernièrement, comme méthode directe d'analyse microcirculatoire, on a l'échographie de contraste. C'est une technique qui utilise la combinaison d'ultrasons et de microbules de gaz de taille comparable aux globules rouges, de façon à ce qu'elles puissent passer dans le lit capillaire pulmonaire et diffuser vers les capillaires des différents organes. L'injection de ces microbules se fait en bolus ou en perfusion continue. Et pour chaque région d'intérêt, on va avoir le logiciel qui va générer des courbes temps et intensité et qui va calculer des paramètres d'amplitude et de temps qui vont être proportionnels au volume sanguin et au débit sanguin. Donc voilà deux études qui se sont intéressées à la perfusion rénale en échographie de contraste. Donc à gauche, on voit que l'échographie, donc ça c'est une échographie qui évalue les changements dans la perfusion corticale rénale autour de la chirurgie cardiaque, et on voit que une diminution significative de l'index de perfusion à 24 heures après une chirurgie cardiaque, et celle-ci était corrélée avec une insuffisance rénale biologique associée. À droite, on voit également une diminution de la perfusion corticale rénale avec cette technique d'échographie de contraste qui était associée à des dysfonctions rénales d'origine biologique chez des patients, cette fois-ci en choc septique. Donc, les avantages de cette technique, c'est qu'elle peut être utilisée au chevet du patient, qu'elle permet une analyse de la microcirculation et de la perfusion régionale des organes plus profonds qui sont d'intérêt, en tout cas en réanimation, tels que la perfusion rénale. Par contre, il y a une grande variabilité des mesures et le coût des agents pharmacologiques est assez élevé, et cette technique nécessite quand même un protocole de perfusion qui doit être standardisé. Je passe maintenant aux mesures indirectes de l'état microcirculatoire avec trois principaux outils. La spectroscopie de proche infrarouge, plus communément appelée le NIRS, la PCO2 tissulaire, que je ne détaillerai pas par manque de temps, et le gap CO2. Donc, tout d'abord, la spectroscopie de proche infrarouge, le NIRS. Donc, contrairement à l'oxymétrie de Pou qui utilise uniquement la lumière infrarouge absorbée par l'hémoglobine désoxygénée, le NIRS, lui, va utiliser l'infrarouge et le proche infrarouge. Donc, brièvement, en fait, la lumière proche infrarouge est absorbée par l'hémoglobine oxygénée et désoxygénée. Et sur la base de la lumière réfléchie, l'appareil va calculer la densité optique du tissu aux deux longueurs d'onde, et il va calculer la saturation tissulaire en oxygène, qui est le reflet de la perfusion et de l'oxygénation tissulaire. Donc,
on peut l'utiliser pour monitorer la saturation régionale cérébrale en oxygène. On l'utilise pas mal, nous, en chirurgie cardiaque ou chez nos patients sous ECMO. Donc la mesure est bilatérale avec justement des capteurs au niveau frontal qui permettent d'analyser un volume d'environ 1,5 cm3 sur 1,5 cm de profondeur. Le but étant d'appréhender l'équilibre entre le métabolisme cérébral et le transport en oxygène du cerveau, lui-même dépendant de nombreux facteurs. Le NIRS peut être utilisé également pour mesurer la perfusion tissulaire en oxygène, qui est finalement la saturation en oxygène de l'hémoglobine microvasculaire sur un territoire donné. L'endroit privilégié est l'éminence ténare. Cependant, c'est une technique qui a pas mal de limites parce que finalement, elle reflète l'oxygénation microvasculaire plus que l'oxygénation tissulaire. Que cette saturation, c'est une moyenne entre la saturation artériolaire, capillaire et des vénules. Donc finalement, la valeur qu'on va avoir, c'est une valeur intermédiaire de SAE, de saturation artérielle et de saturation veineuse en oxygène. Au niveau de la littérature, elle a été validée dans le choc hémorragique. Dans le choc cardiogénique également, en l'absence de CIRS ou de sepsis associée. Par contre, dans le choc septique, on a des valeurs qui sont discordantes en fonction de l'état de vasodilatation et de l'état de vasoconstriction. Du coup, la valeur pronostique est différente selon l'état de vascularisation périphérique. Certains auteurs ont proposé de réaliser un test d'occlusion vasculaire pour sensibiliser la valeur pronostique de cette valeur de saturation tissulaire en oxygène. Donc, c'était une approche nouvelle qui permet une analyse de la réactivité vasculaire, de la fonction endothéliale et également du recrutement microvasculaire. Donc, brièvement, on utilise un brassard qu'on gonfle au bras de manière à réduire la saturation tissulaire en oxygène de l'éminence ténare jusqu'à 40%. Puis après, le brassard est dégonflé rapidement. Les données sont ensuite transférées sur un ordinateur pour une analyse des courbes et une lecture des résultats au moyen d'un logiciel de recherche. Donc, voici les courbes que génère le test d'occlusion vasculaire. On voit initialement, durant le gonflage du ballon, une phase de désaturation pendant l'ischémie qui reflète la consommation en oxygène tissulaire. Puis après, on a une phase de resaturation avec une pente de remontée lors de la reperfusion, un rebond hyperémique et un retour de la saturation tissulaire à son niveau de base, qui est un petit peu le reflet de la dette en oxygène. Au niveau de la littérature, une étude assez récente qui s'est intéressée aux tests d'occlusion vasculaire chez des patients en soins critiques. Et ce qu'elle a pu mettre en évidence, c'est que les patients présentaient des pentes de désaturation et de resaturation qui étaient altérées par rapport aux volontaires sains, et que ces pentes-là de désaturation et de resaturation étaient significativement altérées chez les patients non survivants. Donc, les avantages de cette technique, c'est que cela permet un monitorage continu et multisite, qu'elle est simple d'utilisation, qu'elle permet de coupler cela à des tests dynamiques d'occlusion pour pouvoir appréhender un petit peu la vasodilatation médiée par l'endothélium vasculaire en réponse à un shear stress, qu'elle a une valeur pronostique qui fluctue mais qui peut être intéressante selon les études. Par contre, on n'a pas de consensus sur les valeurs physiologiques et que les mesures, la fiabilité des mesures et leur interprétation peut être altérée selon s'il y a des changements de température, qu'il y a l'œdème tissulaire ou alors si le patient s'agite. Je ne pourrais pas détailler les autres mesures indirectes. Je vais juste dire 2 mots sur le gap CO2 que tout le monde connaît, qui est le gradient véno-artériel en CO2, la valeur étant normalement inférieure à 6. De nombreuses études ont montré par le passé que le gap CO2 était inversement lié au débit cardiaque, avec une forte corrélation entre ces deux paramètres. Ça a été démontré par les équipes de De Kescher et de Cuchéry. Mais contrairement à cela, plusieurs études qui, elles, ont étudié ce gap CO2 dans le choc septique n'ont pas réussi à montrer cette association, en tout cas, n'ont pas montré une association si évidente entre le gap CO2 et le débit cardiaque.
Donc pour conclure, il existe différentes méthodes d'évaluation de la microcirculation au chevet du malade. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Nous, ce qu'on peut dire en pratique clinique, c'est que la réanimation va être efficace s'il existe un couplage cohérent entre la circulation systémique et la microcirculation. La cohérence entre l'hémodynamique systémique et la microcirculation s'est avérée altérée dans un bon nombre de publications, en l'occurrence dans le choc septique. Du coup, le futur challenge concernant le monitoring de la microcirculation est de développer des outils qui permettraient une analyse combinée des composantes hémodynamiques de la micro et de la macrocirculation, mais qui intégrerait également des composantes cellulaires et subcellulaires et des composantes immunitaires. Je vous remercie.